Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à tous les participants à cette première session du séminaire scientifique de l'IAS Educational Fund, qui est organisé en collaboration avec le réseau africain des praticiens assurant la prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH-Sida, le RESAPSI, sur le thème Comment atteindre les populations clés du VIH pendant la pandémie Covid-19 en Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc moi, je m'appelle Bruno Spire. J'ai été élu au Government Council de l'IAS, qui est le conseil d'administration de l'IAS, et je suis directeur de recherche à l'INSERM en France, dans une équipe qui fait de la recherche communautaire avec les associations de personnes séroconcernées en France, mais également en Afrique de l'Ouest. Donc l'objectif de ce séminaire, il est organisé par l'IAS Educational Fund, qui vise à fournir des opportunités éducatives ciblées et inclusives aux prestataires de services de santé et de services sociaux, aux chercheurs, aux décideurs politiques, aux principaux acteurs de la communauté pour aider à renforcer l'action dans les contextes nationaux et régionaux, mais suivant les dernières preuves scientifiques, et c'est pour ça que c'est dans le cadre de l'IAS. Donc, le séminaire de cette fois-ci a pour objectif de réduire les écarts entre les dernières avancées scientifiques sur le VIH et leur implémentation. Et les différentes sessions vont s'intéresser particulièrement aux changements causés par la pandémie Covid-19 et son impact sur les services de soins, ainsi qu'aux solutions de prévention du VIH et l'accessibilité des traitements pour les personnes vivant avec le VIH, notamment comment atteindre les populations clés en Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce séminaire gratuit est destiné aux professionnels du VIH, aux chefs d'institutions gouvernementales, aux spécialistes de santé publique, aux gestionnaires de programmes dans les domaines du VIH, aux fournisseurs de services, aussi bien des ONG, des représentants de la société civile et des communautés, des populations clés de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Alors, quelques petites informations logistiques. Toutes les questions qui vont vers les intervenants doivent être envoyées par la boîte Q&A, donc Q&A selon la version, la langue que vous avez dans votre logiciel, en bas de vos écrans. Donc vous voyez ça en bas, en cliquant sur l'icône, vous pouvez écrire aux intervenants. Si vous avez des questions techniques ou d'autres commentaires pour l'équipe de l'IAS Educational Fund, vous devez les taper dans la boîte chat. Le son pour tous les participants sera coupé. Donc, si vous voulez poser des questions, vous devez les envoyer par la boîte Q&A si elles sont dirigées aux intervenants. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi envoyer un mail à l'équipe de l'IAS sur l'adresse email que vous voyez sur la diapositive. Pour les questions Q&A, nous allons essayer au mieux de répondre à autant de questions que possible, mais ne soyez pas frustrés si votre question n'est pas prise, parce qu'on a malheureusement un temps limité et parfois il y a beaucoup de questions. Donc n'hésitez pas également à envoyer des messages sur les réseaux sociaux via Facebook, Twitter, LinkedIn, avec le hashtag riposte au VIH qui est affiché sur l'écran. Et puis, pour pouvoir essayer de socialiser au mieux, pour encourager des nouveaux contacts, nous vous demandons de partager vos coordonnées sur la boîte chat dès maintenant, avec votre nom, votre prénom, votre expertise et le pays d'origine. Donc, n'hésitez pas à envoyer ces messages et à ce que ces séminaires soient, malgré la situation sanitaire qui nous empêche de se voir, de pouvoir être quand même le plus interactif possible et que ce soit le plus riche possible. Alors maintenant, je vais vous présenter le coprésident de cet après-midi, qui est le professeur Marcel Zanou. Le professeur Zanou est professeur titulaire de médecine interne à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Il s'est investi dans la prise en charge de l'infection à VIH depuis plusieurs années. Il a été ainsi coordinateur du PNLS de son pays, puis responsable du centre de référence pour la recherche et la prise en charge de l'infection à VIH au Bénin.
Il a participé à des travaux de recherche dans l'équipe de Michel Allary sur la PrEP et le TASP chez les populations clés. Il est secrétaire général adjoint du RESAPSI, le réseau des praticiens pour la prise en charge de l'infection à VIH en Afrique. Marcel, c'est à vous. Il y a un problème. Bonsoir à tous les participants à cette première session virtuelle du séminaire scientifique de l'IAS Educational Fund en collaboration avec le RESAPSI. Dans cette session vont intervenir successivement Papa Abdoulaye Deme, qui est responsable Afrique de l'Ouest et du Centre et chef du bureau Afrique pour la coalition Plus. Nous aurons ensuite l'intervention de Patrick Brunet, directeur régional de l'ONU-SIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Adam Yatassaye, qui est chargé des programmes ACAT-SIDA au Mali. Christian Laurent, qui est directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement IRD en France. Et enfin, interviendra Luc Béanzin, qui est maître assistant en épidémiologie à l'Université de Parakou au Bénin. Alors, je vais souhaiter donc la bienvenue à Papa Abdoulaye Deme, que j'invite à présenter sur la vue d'ensemble de la riposte au VIH en Afrique de l'Ouest et du Centre. Je le présente d'abord. Papa Abdoulaye Deme a 5 ans d'expérience dans la gestion et l'appui de projets sur le VIH et les approches droits humains à travers le système des Nations Unies. Il est également intervenant dans les organisations de la société civile, Africaso, Coalition Plus. Il a eu une connaissance approfondie dans la recherche et le développement d'analyse et de contenu sur les programmes VIH, la coordination et la mise en œuvre de projets d'urgence dans un environnement multi-bailleur. Il est également responsable appui technique Afrique de l'Ouest et du Centre au sein de la coalition internationale SIDA. Papa, c'est à vous. Vous avez la parole. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Papa Abdoulaye Deme, responsable appui technique AOC au sein de la coalition internationale SIDA. C'est avec un grand plaisir que je souhaiterais vous présenter une vue d'ensemble de la riposte au VIH en AOC. À travers cette présentation, nous allons tout d'abord passer en revue la situation épidémiologique et les principaux gaps en AOC, en analysant certaines données dans la tranche de 2010 à 2018. Ensuite, nous aborderons les obstacles et les enjeux régionaux dans la lutte contre le sida. Enfin, nous verrons les quelques initiatives communautaires, modèles de Coalition Plus, à travers les différentes contributions des membres de Coalition Plus, particulièrement le modèle de démédicalisation au sein de nos associations membres. Je voudrais tout d'abord remercier l'ONU-SIDA pour la disponibilité des données sur le VIH dans la région, ce qui nous a permis de réaliser cette présentation. Nous commencerons tout d'abord notre propos par ce constat dans la région AOC. Malgré les progrès accomplis depuis 2015, l'Afrique de l'Ouest et du Centre reste confrontée à des défis. Les objectifs des 3,90 prévus pour 2020 semblent être compromis. La région ne fournit une thérapie antirétrovirale qu'à 85% des personnes vivant avec le VIH. Effectivement, l'Afrique de l'Ouest et du Centre est en retard par rapport aux objectifs des 3,90. Selon l'ONU-SIDA, dans la région, 68% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique. 85% des personnes dépistées reçoivent un traitement antirétroviral durable et 78% des personnes recevant un traitement antirétroviral
ont une charge virale durablement supprimée. 68, 85 et 78, tels sont restés respectivement en Afrique de l'Ouest et du Centre les pourcentages des personnes vivant avec le VIH connaissant leur statut sérologique, ayant un accès au traitement et dont la charge virale est indétectable. Pourtant, l'objectif de 2020 est d'atteindre dans chacun des 3 domaines cités 90, 90, 90. Malgré des progrès remarquables dans certains pays, nous en sommes encore loin. De manière globale, comparé à la région d'Afrique de l'Est et du Sud, qui est à 85% de l'atteinte des targets, l'AOC est encore à 64%. Selon les dernières estimations de l'ONU-SIDA, 21% des décès causés chaque année par le sida dans le monde se produisent en Afrique de l'Ouest et du Centre. Ces décès ont diminué de 29% dans la région entre 2010 et 2018. 39%, plus précisément, si nous prenons en compte les données de 2019. La région AOC compte toutefois 5 millions de personnes atteintes du VIH. Cette donnée équivaut à 13% des personnes vivant avec le VIH dans le monde. En outre, 54% des décès liés au sida ont lieu principalement au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Le nombre de nouvelles infections annuelles au VIH équivaut, lui, à 16% des nouvelles infections dans le monde. Ce nombre a effectivement diminué de 13% entre 2010 et 2018, mais c'est 2 fois moins que la baisse enregistrée, 28% sur la même période en Afrique de l'Est et du Sud. Dans 20% des cas, les nouvelles infections concernent les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans. Chaque jour, environ 225 d'entre elles contractent le VIH. En 2018, 64% des nouvelles infections au VIH ont été enregistrées en Afrique de l'Ouest et du Centre au sein des populations à risque. Ce qu'il faut principalement retenir sur cette courbe, c'est que chaque année, 60% des nouvelles infections au VIH et 54% des décès liés au sida ont lieu au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Au Burkina Faso et au Burundi, les nouvelles infections au VIH ont chuté de façon spectaculaire entre 2010 et 2018. Elles ont en revanche augmenté de plus de 10% sur la même période en Guinée équatoriale, en Gambie, au Mali et au Niger, en raison du retard effectivement de ces pays dans leurs efforts de prévention. La prévalence du VIH parmi les travailleuses du sexe varie suivant le pays, de 4% à plus de 30%. Cette prévalence dépasse 10% dans 9 des 17 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre retenus par l'ONU-SIDA dans son rapport mondial de juillet 2019. Chez les gays et les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, la prévalence était supérieure à plus de 20% dans 6 pays. L'ONU-SIDA précise également que la seule étude menée sur les personnes transgenres a trouvé une prévalence de 15%. Chez les personnes qui s'injectent des drogues et les prisonniers, la prévalence du VIH est là aussi bien supérieure à celle de la majorité des populations adultes de la plupart du pays. Malgré certains progrès et succès, les plans de rattrapage élaborés et mis en œuvre par les pays d'Afrique occidentale et centrale n'ont pas suffisamment accéléré la lutte contre le VIH dans la région. Hormis le Cap-Vert, aucun pays dans la région n'a pour le moment atteint le premier objectif. 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique. Le Cap-Vert, la République démocratique du Congo, le Mali et le Sénégal ont atteint le second objectif des 90 des personnes dépistées qui reçoivent un traitement antirétroviral, tandis que plusieurs autres sont sur le point de l'atteindre. Aucun pays n'a en revanche atteint le troisième objectif, c'est-à-dire 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral ont une charge virale durablement supprimée. Quelle est donc la contribution des communautaires dans cette cascade? Ces données présentées comme telles ne rendent pas compte de l'intégralité de la contribution des organisations de la société civile aux objectifs des 390. La contribution des organisations de la société civile au premier objectif est minorée car les personnes qui
qui ont été amenés au dépistage par leurs efforts sont le plus souvent comptabilisés dans les résultats des structures qui réalisent le test de dépistage et n'apparaissent pas forcément dans les résultats capitalisés par les organisations de la société civile. La contribution directe des organisations communautaires au second objectif est très réduite. Elle se situe en 2018 entre 4 et 6% des nouvelles prises en charge des PVVIH. Cette donnée traduit le fait que peu d'acteurs communautaires proposent un paquet de services de prise en charge complet, incluant l'initiation des ARV. La contribution directe des organisations communautaires en matière de suivi de la suppression virale chez les patients recevant des traitements ARV est également très réduite. Elle ne dépasse pas 3,5% de l'ensemble des besoins estimés en 2018. Cette donnée traduit le fait que les plateaux techniques de prise en charge, mais également de charge virale, sont d'accès et de disponibilité réduits, mais aussi que la sensibilisation des soignants et des soignés sur la nécessité de réaliser régulièrement un contrôle de charge virale est faible en milieu communautaire. Suivant. Merci. Les données relatives aux femmes enceintes et aux enfants, à la stigmatisation et à la discrimination des personnes vivant avec le VIH, mais aussi à la prévention au VIH sont préoccupantes. Depuis 2016, les femmes enceintes reçoivent de moins en moins de traitements antirétroviraux durables. Selon les estimations, 59% des 260 000 femmes enceintes vivant avec le VIH ont reçu en 2018 un traitement antirétroviral pour empêcher la transmission mère-enfant. Le taux de transmission était cette année-là de 22%, soit 58 000 enfants âgés de 0 à 14 ans. Le Nigeria est le pays avec le plus fort taux de transmission mère-enfant dans la région, 41%. Seulement 27% des enfants exposés au VIH ont été dépistés avant d'avoir 2 mois et seulement 28% des enfants séropositifs reçoivent un traitement antirétroviral durable. La forte stigmatisation et discrimination des personnes vivant avec le VIH est une troisième caractéristique de la région. Une étude menée dans 18 pays a montré que dans 10 d'entre eux, au moins un adulte sur 2 affirmait qu'il n'irait pas acheter des légumes chez un commerçant atteint du VIH. Et dans 7 des 8 pays disposant de données récentes sur le sujet, plus de 30% des personnes interrogées jugeaient que les enfants séropositifs ne devraient pas être autorisés à aller à l'école avec les autres enfants. Les personnes vivant avec le VIH font également l'expérience de la discrimination en milieu médicalisé. Il arrive en effet qu'ils se voient refuser l'accès aux soins en raison de leur statut sérologique ou que le personnel de santé divulgue celui-ci à d'autres personnes sans leur consentement. Les dispositions prises pour combattre la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH sont rares. Seulement 25% des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre proposent au niveau national des programmes de formation sur les questions de santé et des droits de l'homme à destination des personnels de santé et des agents de la paix. Par comparaison, de tels programmes existent dans 44% des pays d'Afrique de l'Est et du Sud. Parlons ressources. L'Afrique de l'Ouest et du Centre dispose en 2018 près de 1,9 milliard de dollars pour répondre à l'épidémie du VIH. C'est moins de la moitié que ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs 90 de 2020. C'est également 10% en moins par rapport aux ressources de la région en 2017 et 13% en moins par rapport aux ressources en 2010. Environ 62% des ressources de la région proviennent de soutiens financiers internationaux, et en particulier les États-Unis, 38%, et du Fonds mondial, 17%. Entre 2010 et 2018, l'aide du Fonds mondial a augmenté de 40% et celle des États-Unis de 22%. Mais les aides en provenance d'autres donateurs internationaux ont diminué de 75%. L'aide en provenance des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre a certes augmenté de 30% sur la même période, mais elle compte pour 38% des ressources de la région en 2018. Si certains pays comme le Nigeria ont augmenté de plus de 30% leur contribution à la lutte contre le VIH, l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et en particulier les pays non bénéficiaires du PEPFAR, continuent de dépendre grandement des bailleurs de fonds internationaux. Qu'est-ce qui a manqué pour l'atteinte des objectifs régionaux en AOC? Sans un leadership politique solide et renouvelé, il sera difficile de préserver la dynamique en faveur des programmes de lutte contre le VIH et d'augmenter les investissements nationaux. Certains médicaments, les analyses médicales et l'hospitalisation, par exemple,
combinée à d'autres dépenses restant à la charge des patients, mais aussi les longs temps d'attente et la discrimination dans les milieux de soins de santé freinent davantage encore l'accès universel aux soins. Les forts taux de violence fondés sur le genre, notamment dans les situations de conflit et d'urgence, ainsi que les inégalités de genre limitent l'accès aux soins de santé et aux services liés au VIH. C'est donc dans ce sens que pour développer un plaidoyer plus efficace de la société civile au niveau régional et compte tenu de la trajectoire de l'épidémie, nous devons apporter des réponses. C'est dans ce sens que pour développer un plaidoyer plus efficace de la société civile au niveau régional et compte tenu de la trajectoire de l'épidémie, nous devons apporter des réponses aux investissements dans le traitement qui sont remis en cause dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, aux financements internationaux qui diminuent contre des financements nationaux qui stagnent, au fléchissement de l'engagement politique, au manque d'engagement des acteurs dans l'opérationnalisation de l'accélération en AOC et de la démédicalisation. L'ensemble de nos revendications tourne autour de ces enjeux principaux. Quelle est maintenant la contribution de Coalition Plus à travers nos membres? Le partage d'expertise et le transfert de savoir-faire au sein de Coalition Plus sont illustrés à travers les différentes contributions des membres de Coalition Plus. Ainsi, du Mali, à travers Arcade-Sida, à Maurice, à travers PILS, en passant par le Maroc, la LCS, le Burundi avec l'ANSS, le Burkina avec notre membre REF+, de nombreuses initiatives à haut impact sont mises en œuvre dans la prise en charge communautaire et la démédicalisation en Afrique. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'excuses. La clé de la réussite repose sur notre capacité à agir ensemble, nous, acteurs et actrices de la lutte contre le sida, dans toute notre diversité et notre complémentarité. Au-delà des principes, il est temps de mettre le communautaire au cœur de la riposte. Je vous remercie pour votre aimable attention. Et merci à Papa Dem pour cette belle présentation qui nous donne une synthèse, une vue d'ensemble de la riposte au VIH en Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous allons passer maintenant à la session de questions-réponses. Cette session questions-réponses sera modérée par Patrick Brunet a consacré une grande partie de ces 37 années d'expérience professionnelle sur les questions de développement et de VIH. Depuis 2018, il s'occupe de la fonction de directeur régional de l'ONU-SIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Patrick a débuté sa carrière dans le domaine du développement international en tant que volontaire du développement rural auprès du corps de la paix et plus tard avec l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID. C'est vers la fin des années 1987 qu'il a débuté une carrière au sein des Nations Unies dans le domaine du sida avec l'OMS et ensuite avec le Programme mondial de lutte contre le sida de l'OMS. Il a exercé dans diverses fonctions et dans différents pays en Afrique pour le compte du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Il s'est ensuite consacré à la mise en place de la riposte au sida en Inde avec le bureau du pays, l'OMS, pour ensuite occuper la fonction de conseiller du programme de l'ONU-SIDA en Inde avant d'occuper différents postes au sein de l'ONU-SIDA dans plusieurs pays avant également d'occuper son poste actuel. Alors, Patrick, tu as la parole pour modérer cette session de questions-réponses. Merci bien, Marcel, et encore bienvenue à tout le monde. Salutations de Amsterdam, où je suis effectivement en congé médical, mais j'ai dû accepter de vous participer aujourd'hui pour quelques minutes au moins. Pape,
Jaram Amadadem pour une très bonne présentation aussi, très compréhensible. Nous avons dans la question-réponse une question déjà que je vais lire. Avez-vous une idée sur la proportion des personnes vivant avec le VIH diagnostiquées à travers le dépistage communautaire? Et je vois que bon, les gens commencent à mettre les questions aussi dans le chat. Qu'est-ce que ce pourrait la prévalence toujours élevée chez les populations clés malgré la multitude des projets à leur endroit? Donc, en quoi est-ce qu'on a toujours une soixantaine de pourcentage infectés? Et ne devrons-nous pas axer la stratégie sur l'incidence plutôt que sur la prévalence? Bon, Pape, je te passe ces 3 questions d'abord, et s'il n'y a pas d'autres qui soient mis, s'il vous plaît, dans la question-réponse, dans le Q&A, non pas dans le chat, parce que sinon, ça commence à être un peu confus à essayer de gérer la question. Mais je te passe ces questions d'abord, Pape, et s'il n'y a pas d'autres, ben, j'ai quelques-unes de ma part. À toi. Merci beaucoup, Patrick. Merci à tous pour votre attention. Déjà, pour la première question que je viens de noter, en ce qui concerne en tout cas la contribution des organisations de la société civile sur l'atteinte des 3,90, les enquêtes et des études sont toujours ensemble des pays, en tout cas de la région AOC, quelle est véritablement la contribution des OSC dans l'atteinte du premier, du deuxième et du troisième 90. En tout cas, sur les échantillons qui sont déjà disponibles à travers les données et des consultants, il y a vraiment une très, très faible contribution pour l'atteinte du second et ainsi que du troisième 90. Aujourd'hui, cela nous donne également, nous pousse aujourd'hui également à réfléchir sur comment davantage miser sur le dépistage, appuyer et renforcer la mise sous traitement. Créer en tout cas le lien entre le premier et le deuxième 90. Pour deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas que nous allons perdre beaucoup de patients positifs avec l'autotest vu les problèmes de stigma et de discrimination? Je crois qu'il y a aussi un problème contextuel parce que vous connaissez très bien les pays de la région AOC, les contextes avec les pays du Nord également ne sont pas pareils, mais il faudrait que nous puissions aujourd'hui mettre tous nos efforts dans le dépistage à travers, par exemple, déjà, nous saluons les initiatives pour la mise en œuvre et le développement des autotests dans les pays de la région AOC, mais il faudrait que nous puissions en tout cas aller davantage dans la disponibilité de ces intrants pour que vers les populations les plus cachées et les mettre sous traitement. J'aimerais avoir une bonne expérience des pratiques sur l'utilisation de l'autodépistage et la PrEP. Je crois que oui, il y a beaucoup de manuels, mais également des outils de bonnes pratiques qui sont développés par les organisations de la société civile. Je peux citer Arcasida, qui travaille énormément et qui occupe vraiment une grande place, en tout cas au Mali, dans ce qui concerne la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Beaucoup d'autres outils sont en train d'être développés par les associations, par les organisations de la société civile au niveau communautaire pour montrer et prouver qu'aujourd'hui, nous pouvons y arriver si ces organisations ont davantage la confiance, par exemple, des autorités politiques en ce qui concerne le dépistage démédicalisé. Si ces organisations sont accompagnées dans la prise en charge, mais également la détection des primo-infectés. Merci bien, Pape. Nous avons encore quelques questions qui sont arrivées dans le Q&A. Donc, pour essayer de regrouper un tout petit peu, il y a, bon, 3 effectivement de Jean-Michel, d'Hermine et de mon collègue Pascal en Guinée. Pascal, j'espère que tout est encore assez tranquille en Guinée, qui sont liés au dépistage. Jean-Michel demande en quoi est-ce qu'on peut expliquer la faiblesse de première 90 dans la région?
Hermine veut savoir plutôt si nous avons l'autotest, est-ce que ça peut poser des problèmes vu la stigmatisation et les discriminations d'une perte des individus de notre système, s'ils ne sont pas liés dans le système, mais ici, ils font plutôt l'autotest. Et Pascal demande, est-ce qu'on a des bons exemples, des bonnes expériences et bonnes pratiques pour l'autodépistage dans la région et aussi surtout le PrEP, bon, si tu veux répondre à celle-là. Ensuite, il y a Mohamed qui demande une question par rapport aux populations clés qui sont cachées, qui sont beaucoup plus nombreux. Quelles sont les stratégies plus adoptées pour, dans notre contexte pour arriver justement à atteindre et faire face aux besoins des populations clés? Et Kayembe Kik pose la question par rapport aux stratégies plutôt adoptées dans notre contexte pour justement, les questions sautent, comment efficacement utiliser les groupes communautaires dans la riposte afin de répondre de manière effective et efficiente aux populations clés, aux différentes demandes. Et sur celle-là, Pape, j'ajoute encore un de les miennes. C'est pas uniquement la question des services, mais aussi la question de plaidoyer. Qu'est-ce qu'on peut faire, ou qu'est-ce que nos amis de la société civile et les associations communautaires pourraient faire de plus, justement pour monter cet engagement politique qu'on trouve être en train de réduire dans notre région. Parce que bien sûr, nous les internationaux, nous pouvons faire le plaidoyer, et le plaidoyer revient aux citoyens aussi. Donc, qu'est-ce que la société civile pourrait faire justement pour augmenter cette, ni seulement conscience, mais cet investissement des décideurs politiques et des autorités dans leur pays pour mieux mener la réponse et accélérer la réponse. Bon, je m'arrête là. Comme on a une dizaine de minutes, je te laisse répondre à celle-là d'abord. Et si les facilitateurs nous laissent poser d'autres questions, on va la poser. À toi. Oui, et oui, si vous permettez, je voudrais rappeler quand même que nous avons encore brièvement 5 minutes pour les réponses aux questions. Merci. Merci beaucoup. Je vais commencer déjà. Il y a eu de nombreuses questions, mais je vais commencer déjà par la question sur les solutions qui sont proposées. Je pense que depuis plusieurs années maintenant, les organisations de la société civile se sont regroupées, ont réfléchi et ont trouvé des solutions pour accompagner et booster en tout cas l'accélération, le plan d'accélération de l'AOC. Dans cette même perspective, il y a eu plusieurs solutions qui ont été proposées et dans tous les pays, les organisations de la société civile renforcent en tout cas le plaidoyer pour la démédicalisation. Mais une démédicalisation qui aujourd'hui reste encore, n'est pas très opérationnelle dans certains pays parce que par manque vraiment de volonté d'accompagner en tout cas ces OSC dans la démédicalisation, par manque de confiance également, pensant que tout ce qui n'est pas médicalisé ne pourrait peut-être pas offrir les résultats que l'on attend. Mais nous avons documenté. Donc, je viens aujourd'hui pour faire un peu la transition avec les contacts. Nous avons documenté à travers des enquêtes, nous avons documenté à travers des études que nos associations ont les capacités et les moyens de pouvoir toucher davantage, en tout cas, les personnes les plus reculées et les mettre, en tout cas, en lien avec le traitement. Grâce à la démédicalisation, nous avons ces preuves. En ce qui concerne la question sur le plaidoyer fort, c'est un plaidoyer qui est continu, c'est un plaidoyer qui aujourd'hui qui est mondial, international et qui est nourri par les problématiques au niveau des pays. Déjà, beaucoup de pays, en tout cas, n'ont pas, en tout cas, renforcé leur contribution nationale en tout cas sur les questions de finances en ce qui concerne la lutte contre le sida. Nous devrons renforcer et appuyer les États à mettre davantage de l'argent, mettre davantage de finances sur le financement de la lutte contre le sida au niveau national. Nous devons également convaincre nos dirigeants à mieux s'engager dans les perspectives de travail et de reconnaissance du travail des organisations de la société civile
en ce qui concerne, par exemple, la démédicalisation, mais leurs efforts dans la détection et le dépistage communautaire qui marche et qui est actuellement l'un des outils et des canaux qui marchent pour toucher les personnes, les groupes les plus vulnérables. Pour les autres questions, elles sont nombreuses. Je n'ai pas pu vraiment faire une synthèse rapide. Voilà. Écoute, Pape, sinon, nos amis de l'AIS aussi nous encouragent tous à regarder le Q&A et t'encouragent de taper des réponses dans le Q&A tant que tu peux. Donc, nous pouvons continuer comme Marcel veut sérieusement garder le temps et continuer. Je suis vraiment désolé à tous ceux qui n'ont pas encore eu le temps, mais sûrement Pape va arriver, ou moi, comme je vois qu'il y a quelqu'un qui m'adresse aussi. Nous allons répondre aux questions qui sont posées. Et sinon, avec cela, Marcel, on te retourne la parole et on te retourne le processus pour la suite. À vous. Merci à Patrick et à Pape Dem pour cette session questions-réponses. À présent, nous allons présenter Adam Yatassaye qui nous parlera de la recherche participative, la réponse aux besoins des populations clés. Adam Yatassaye est médecin et chargé des programmes à ARCAD-SIDA au Mali. Elle a passé son doctorat d'État en médecine générale en 1998 à la faculté de médecine à Bamako et a travaillé sur la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, la planification familiale au niveau de l'ASDAP entre 1998 et 2003. Et en 2003, elle a obtenu son DSS en gestion des programmes de santé à l'Institut supérieur de santé du CESAG à Dakar. Elle nous parlera, je le rappelle, de la recherche participative, réponse aux besoins des populations clés. Adam, c'est à vous. Bonjour, bonsoir. Voilà, donc j'ai en ce moment le plaisir de partager avec vous une présentation sur la recherche active, la recherche opérationnelle, une réponse adaptée aux besoins des populations. Et moi, je suis Dr Adam Yatassaye, chargé de programme au niveau d'ARCAD-SIDA au Mali à Bamako. Alors, cette présentation va se dérouler selon le plan suivant. On va faire une petite introduction, parler du partenariat dans le cadre de la recherche communautaire et partager avec vous quelques exemples de recherche participative auprès des populations clés au niveau national, mais aussi sous-régional, des études auxquelles ARCAD-SIDA a participé. Parler un peu de la valorisation, la capitalisation de la recherche communautaire et finir par une petite conclusion. Pour présenter un peu ARCAD-SIDA, nous sommes ARCAD Santé Plus. Nous sommes une association malienne communautaire de lutte contre le sida qui a été créée depuis 1994 et qui, pendant les 20 premières années, a porté le nom ARCAD-SIDA, vraiment investi dans la riposte contre le VIH-SIDA avec une démarche purement communautaire et centrée sur les besoins du patient. Nous sommes reconnus d'utilité publique depuis 2016 et nous travaillons vraiment dans tout ce qui offre des services de prévention, de prise en charge globale, pour tout ce qui est aspect médical, psychosocial, assistance à la personne, aussi bien pour les personnes malades, mais aussi les personnes affectées par le VIH et le sida. Nous sommes membres fondateurs de la Coalition internationale Plus, qui est une coalition d'associations communautaires investies dans la lutte contre le VIH et les hépatites, non seulement en Afrique, mais aussi en Europe et sur tous les continents, et qui a été créée en 2008. Les principes clés au niveau d'ARCAD-SIDA, ARCAD Santé Plus, dans sa stratégie globale d'intervention,
reste vraiment axé sur les besoins réels des communautés. Donc, c'est toute la particularité du fait de la proximité en tant qu'acteurs communautaires que nous sommes avec nos cibles. Donc, nous bâtissons notre recherche sur les besoins réels. Bien sûr, en élargissant un cadre de partenariat avec d'autres chercheurs pour aller vers le développement, un transfert de compétences et une mise en action des savoirs qui sont acquis à travers cette recherche opérationnelle. Pour nous, c'est vraiment ça qui produit des résultats qui sont tangibles, pratiques et utiles et qui profitent directement à la communauté. Et tout ça dans le cadre d'une dynamique partenariale et très participative, une synergie des connaissances de qui connaît le terrain, qui connaît la démarche, la procédure scientifique pour vraiment donner des résultats qu'il faut et aller vers la transformation sociale pour une meilleure qualité de vie des populations. Alors, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. De l'acteur terrain communautaire, il y a la prise de contact avec le chercheur, il y a la co-identification vraiment des besoins, la formulation de la question de recherche, la recherche en tant que telle, mais aussi une participation active, l'élaboration des outils, la démarche, la procédure, le recrutement, toute la collaboration depuis la phase d'enquête, mais d'analyse et surtout la restitution et la valorisation des données. Et cela aussi se réalise avec les bénéficiaires, avec les personnes qui ont participé du début jusqu'à la fin du processus de la recherche. Et ce qui aboutit à une appropriation des résultats, à une reconnaissance, vraiment, le fait de se retrouver là-dedans et de pouvoir tout de suite s'adapter et s'approprier et s'adapter les nouvelles mesures et les recommandations qui seront issues de cette recherche. Alors, le partenariat qui se construit autour est ce que nous appelons un pari gagnant-gagnant, aussi bien pour les acteurs communautaires que nous sommes, mais aussi pour les universitaires. Nous y gagnons en tant qu'acteurs communautaires parce qu'il y aura une meilleure formulation des besoins en termes de questions de recherche. Parce qu'il y a une autre compétence qui est là, que nous allons acquérir pour la méthodologie, la démarche académique, pour aller vers la réalisation, l'élaboration des protocoles, donc pour aller à faire des études qui pourront être comparables sous d'autres cieux, avec d'autres réalités. Et aussi et surtout la valorisation, la reconnaissance et la valorisation des savoirs empiriques que nous avons en tant qu'acteurs terrain dans la mise en œuvre. Et pour les universitaires, c'est la meilleure connaissance des réalités du terrain, parce que ça ne se passe pas sans ça. Travailler avec les acteurs communautaires, c'est aussi une question de proximité. Donc, c'est le contact avec la réalité. C'est aussi la reconnaissance de nouveaux acteurs, l'élargissement, enfin, des interventions vers des cibles qui ne sont pas d'accès facile pour les universitaires, pour les scientifiques. Alors, pour vraiment tout ce partenariat, nous sommes avec des partenaires qui sont des bailleurs, mais aussi des partenaires scientifiques qui nous accompagnent sur le terrain dans ce pari gagnant-gagnant. Et nous avons aussi bien au niveau national, sous-régional, mais aussi international. ARCAD travaille avec l'Université du Mali, donc l'Université de Bamako, à travers la direction études et recherche communautaire en santé publique. En tant que membre fondateur de la coalition PLUS, nous sommes aussi avec la direction recherche communautaire de la PLUS, avec les universités du Canada, UQAM, les universités de Lyon, le CESTIN de Marseille, l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Donc, toutes ces recherches se passent avec l'implication, comme on l'a vu plus tôt, depuis la phase d'identification du besoin de recherche jusqu'à la valorisation et à la capitalisation des savoirs acquis. Donc, nous allons là partager quelques exemples de recherche participative réalisée au niveau de la sous-région. En premier lieu, nous avons le programme Bondosso, un programme d'empowerment des femmes vivant avec le VIH-Sida au Mali sur la question du partage du statut sérologique.
Un programme dont l'objectif reste vraiment de capaciter les femmes afin qu'elles puissent prendre des décisions éclairées sur la question du partage de leur statut dans différents contextes de leur vie, les outiller afin qu'elles puissent mettre en place des stratégies en fonction de leur décision de garder ou de ne pas de garder ou de partager le statut, et être en capacité aussi de réagir à des réactions négatives face à un contexte qui devient hostile lorsque il y a un partage ou il y a une divulgation du secret du statut pour ces femmes. Et c'est un programme qui se justifie dans notre contexte où il y a un déséquilibre assez important en termes de pouvoir décisionnel entre les hommes et la femme. Donc, ça se nourrit vraiment de ce qui est le quotidien et de ce qui est la vie des femmes vivant avec le VIH/SIDA au Mali. Et c'est un programme qui ne fait ni la promotion du partage du statut, ni celle de garder le secret, mais un programme qui va vers la capacitation des femmes à pouvoir analyser leur contexte, à prendre une décision, à l'assumer et à réaliser cette décision jusqu'au bout. Donc, un programme qui est passé quand même, il faut le dire, par plusieurs étapes. Parce que déjà, entre 2008 et 2014, c'était une étude multicentrique au niveau du Mali, du Maroc, de la République démocratique du Congo, en Équateur, donc dans différents contextes, en Roumanie, pour la question du partage. Est-ce qu'il y a ce partage, pas spécifiquement pour les femmes, mais pour les personnes vivant avec le VIH de façon générale? Comment cela se passait? Donc, à partir de là, le besoin de savoir gérer ce statut est ressorti. D'où, à partir de 2010, il y a un programme québécois, Pouvoir partager, qui a fait l'objet d'une adaptation culturelle dans le contexte malien pour la capacitation effectivement de ces femmes sur la question du partage du statut sérologique. Un programme qui a été évalué, dont les effets immédiats avaient trouvé que les femmes arrivaient à être bien, à être soulagées par rapport au poids du secret. Et au-delà de cette évaluation des effets, il nous est paru important d'aller au-delà, de creuser. Est-ce qu'il y a cet effet qui continue ou dans le moyen et long terme, capaciter encore les femmes par rapport à la question du statut? Est-ce qu'il y a d'autres effets qui étaient là, l'amélioration de la qualité de vie? Il y avait des observations que sur les sites, on voyait au niveau des femmes, mais il fallait les prouver scientifiquement. Donc, vous voyez, c'est tout ça le besoin de partenariat, d'être en collaboration avec d'autres pour vraiment prouver cet état de fait. Donc, c'est ainsi qu'après l'évaluation de ces effets en 2013, il y a eu entre 2012 et 2013 3 ateliers au Québec, à Paris et à Bamako, à travers un contrat d'initiation financé par ANRS et accompagné par la Coalition Plus, pour mettre en place une méthodologie d'évaluation communautaire avec des outils et des méthodes qui parlent aux femmes et les femmes comprennent pour pouvoir vraiment évaluer à court et moyen terme ce programme d'empowerment des femmes. Et actuellement, c'est cette évaluation qui est en cours et que nous commençons déjà à avoir les premiers résultats. Donc, cette évaluation, c'est vraiment l'évaluation des effets du programme de renforcement des capacités pour les femmes à travers ce programme qu'on appelle Gundoso. Et Gundoso, ça veut dire la chambre des confidentialités en Bambara. L'objectif, comme on le disait, c'est vraiment alléger le poids du secret chez les femmes pour une amélioration de la gestion du statut sérologique, garder ou ne pas garder le secret. Et là, un outil important, purement communautaire qui est utilisé, c'est le caillou. Et le caillou a une signification culturelle très forte pour les femmes. Il y a une zone dans le Mali qu'on appelle la zone du Bélédougou, où la pierre est un instrument que les papas donnent à une jeune fille qui vient de se marier pour qu'elle l'amène dans sa belle famille. Et quand elle a un secret, quand elle a une douleur, les papas lui disent de prendre ce caillou et de lui confier ses plus lourds secrets et qu'après elle le dépose. Elle est soulagée et le caillou ne dira jamais ce qui s'est passé. Et lorsqu'on faisait l'adaptation culturelle de Gundoso,
cet outil est sorti, initié, vraiment avancé par les femmes elles-mêmes, pour dire nous préférons, parce que la question de confidentialité qui est élaborée, enfin, qui est abordée dans le cadre de cette étude, cet outil nous dit beaucoup de choses. Donc, cette adaptation culturelle, cet outil aujourd'hui est vraiment reconnu par les femmes et elles s'y reconnaissent dedans. Et c'est différent de ce qui a été utilisé dans le modèle québécois qui a été adapté, où c'était vraiment tout autre chose, mais des outils que les femmes du Québec pouvaient utiliser et comprenaient bien. Donc, des étapes extrêmement importantes, mais qui donnent du sens et qui font que les acteurs s'approprient aussi bien les bénéficiaires que les cibles par rapport à la mise en œuvre de ces études. Donc, les femmes ont participé à la co-construction entièrement du schéma d'études. Déjà, grâce au contrat d'initiation qui a été évoqué plus tôt, la co-construction des outils, le caillou est un élément important dans ce système. Il y a les bâtonnets aussi qui ont été identifiés. Il y a le panier de la ménagère aussi qui est un élément important. Au niveau du Québec, c'était autre chose. Les femmes utilisaient plutôt comme des blocs-notes, là où on mettait les feuilles, les productions. Mais pour les femmes du Mali, le panier de la ménagère avait beaucoup de sens, où on mettait tout, les condiments, les petits médicaments, les petits secrets de femmes. Donc, ces ateliers aussi de Gumbuso sont réalisés à travers des outils adaptés culturellement au contexte de vie des femmes. Et ça ne se passe pas aussi sans tout le mouvement associatif qui est là, avec les associations de personnes vivant avec le VIH-Sida, les associations de femmes, de défense des droits des femmes, qui constituent le comité associatif et institutionnel qui accompagne l'étude pour vraiment se rassurer de toute la dimension adaptation, appartenance, que vraiment aussi bien les cibles que l'équipe d'encadrement soit vraiment en phase avec le contexte qui est là. Alors, la deuxième étude que nous avons, c'est le projet CoMSM, Cohorte MSM, qui est une étude de cohorte interventionnelle aussi. Donc, c'est ça toute la différence. On réalise et on applique tout de suite les résultats qui sont là pour aller à une amélioration des savoir-faire et des acquis qui sont sur le terrain. Donc, Cohorte MSM, c'est aussi une étude multicentrique et multidisciplinaire. Donc, il met en œuvre les scientifiques, les chercheurs communautaires au sein des cliniques associatives en Afrique de l'Ouest. CoMSM est passé par beaucoup d'étapes, d'une étape mais une autre, et c'est la même démarche que nous avons vue tout de suite là sur la question du partage, qui depuis 2008 a commencé par un partage global, mais d'une étape, mais un autre besoin, et de fil en aiguille, on continue à améliorer, à travailler, et vraiment à ce que la qualité de vie des bénéficiaires s'améliore. Le grand programme cohorte MSM, c'était d'abord un suivi de cohorte pour voir la faisabilité et l'intérêt d'une prise en charge préventive trimestrielle chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Ensuite, c'était CoMSM PrEP. Lorsque le suivi de cohorte a été efficace, on a commencé à mettre en place l'étude de l'acceptabilité et la faisabilité dans les cliniques associatives de la PrEP, la prévention, la prophylactique par rapport au VIH. Et ensuite, dans la troisième étape, c'était l'amélioration CoMSM Cali PrEP qui a été réalisée au niveau de la cohorte de ceux qui ont été inclus dans cette étude. Elle a été participative, on l'a dit, multidisciplinaire, et les pairs éducateurs qui sont aussi de la communauté ont fortement participé à la réalisation de cette étude à travers la mobilisation et le recrutement des volontaires. Comme on le disait tantôt, ce sont eux qui connaissent les cibles, qui savent où se trouvent les personnes à toucher, qui ont vraiment le plus besoin de ce type de service. Formation et suivi régulier des pairs éducateurs du projet. Ce sont ces pairs éducateurs également qui se chargeaient de l'animation des groupes de parole sur la PrEP avec les prêteurs. Donc, un mot qu'on a identifié, qu'on a
on a eu à mettre en place avec cette étude, les entretiens individuels, les rappels pour les rendez-vous, parce que c'est aussi ça, lorsque on est dans une PrEP, aussi bien à la demande qu'en continu, c'était les rendez-vous, les bilans de suivi, tous ces éléments qui sont là de proximité, c'était vraiment nécessaire qu'il y ait cette approche communautaire pour qu'on puisse arriver à ce qu'on a eu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, au Mali, dans le protocole national, la PrEP est retenue. Et dans notre plan stratégique aujourd'hui, nous avons des indicateurs par rapport à la PrEP chez les HSH. Et cette étude aujourd'hui a abouti à changer la donne au niveau du Mali par rapport à ça. Et en Côte d'Ivoire aussi, au niveau sous-régional, c'est un enjeu fort qui commence vraiment à améliorer les politiques en matière de prévention. Donc, ça change quelque chose, et fondamentalement par rapport à la fin de l'épidémie. Le troisième grand lot qu'on voudrait aussi partager, ce sont les études de POCAO. Donc, en termes de prévalence, qui s'intéresse beaucoup à la question VIH, mais aussi à la question des infections par le papillomavirus, les lésions précancéreuses du col de l'utérus chez les travailleuses du sexe. Donc, une étude aussi qui s'est basée sur les animatrices TS pour faire le maximum de travail de mobilisation et d'acceptation de l'étude auprès des cibles. L'objectif, c'était vraiment de contribuer à une meilleure connaissance de l'ampleur et des facteurs associés à l'infection à papillomavirus chez les TS à Bamako, tout en les faisant bénéficier d'un diagnostic précoce par rapport aux lésions précancéreuses et un traitement approprié. Donc, en termes d'objectifs spécifiques, c'était vraiment d'estimer la prévalence des lésions précancéreuses, la prévalence des infections à papillomavirus et quelle est l'association qu'on fait entre ces infections, le statut sérologique qui soit positif ou qui soit négatif par rapport au VIH chez ces personnes. Et pendant cette étude, un autre besoin a été identifié chez les femmes, c'est les intentions de grossesse et la survenue de grossesse non désirée chez les travailleuses du sexe. Tout ça, c'est à la suite de ce travail de proximité, vraiment pour l'identification de ces besoins réels. Et cette deuxième étude aussi est venue se greffer sur la première par rapport au papillomavirus et à la recherche des lésions précancéreuses. C'était vraiment d'estimer la fréquence des intentions de grossesse et la survenue de grossesse chez les travailleurs du sexe à Bamako. Une étude à laquelle, comme je le disais tantôt, la démarche participative avec les animatrices TS a fait toute la différence dans la mobilisation, le recrutement des volontaires, les visites aussi bien nocturnes que diurnes sur les lieux de vie et de travail de ces TS, l'accompagnement dans les soins et tout le soutien psychosocial et psychologique qui a été mis en place pour accompagner les cas positifs. Donc, c'est vraiment un élément aussi très important pour lequel on a eu tout l'accompagnement des scientifiques au niveau des centres hospitaliers universitaires, aussi bien du Point G que de l'hôpital Gabriel Touré, qui sont les deux grands hôpitaux au niveau national par rapport à la prise en charge de ces pathologies. Et aujourd'hui, il y a une appropriation vraiment presque une systématisation de la visite gynécologique qui s'est instituée sur certaines TS. À la suite de toute la mobilisation, de toutes les informations qu'elles ont reçues à travers cette étude, il y en a qui systématiquement s'inscrivent dans cette démarche de faire des visites gynéco, de faire un contrôle et de bien prendre soin de leur santé par rapport à ces deux pathologies qui ont été avancées. Et aujourd'hui, pour les cas qui ont été malades, on voit tout un soutien qui est mis en place avec les TS elles-mêmes pour accompagner les cas positifs qui ont été retrouvés au cours de l'étude. La valorisation, nous en avons juste présenté ici deux. Le programme Gundoso aujourd'hui a fait l'objet d'une capitalisation à travers une brochure qui a été produite avec l'accompagnement de la Coalition Plus et qui retrace un peu les éléments importants lorsqu'on veut aller à la mise en place d'un programme comme ça de renforcement des femmes. La PrEP également, avec les jeunes pères éducateurs qui ont été investis dans l'étude, qui ont participé à des phases d'analyse, qui ont produit des abstracts, des posters
pour vraiment présenter un peu comment les communautaires, quand ils sont impliqués dans une étude comme ça, font la différence et peuvent vraiment montrer les choses. Et pour conclure, c'est que la recherche communautaire, la recherche participative est une expérience enrichissante où chaque partie, bénéficiaire, acteurs communautaires, universitaires ou autres chercheurs, chacun joue sa partition dans un cadre de partage de connaissances avec la mise en place d'espaces de concertation et de production collective. Et cette recherche, à travers ses résultats, permet la production de données sur des problématiques qui ne sont pas facilement abordées et la mise en place d'actions d'amélioration des services de plaidoyer d'une transformation sociale pour le bien-être de nos populations et de nos cibles. Je vais terminer par remercier CESTIM, IRT. Il y en a beaucoup, ils sont quelque part ici, mais aussi à l'intérieur du document. Et merci aussi à ce séminaire scientifique qui nous donne ainsi l'opportunité de pouvoir partager un peu ce qu'on a par rapport à la recherche communautaire et recherche participative et la question des populations clés qui sont vraiment, qui ont été les populations touchées à travers les études que nous venons de partager tout de suite avec vous. Merci bien. Merci beaucoup, Adam, pour cette présentation. Nous allons pouvoir peut-être faire une petite pause, mais pas plus de 5 minutes, parce que nous avons un peu de retard. Donc, nous allons reprendre à 15h07, heure de Paris, 14h07, heure de Dakar. Et nous répondrons aux questions à Adam pendant la discussion du prochain panel qui sera sur les populations clés laissées pour compte et comment atteindre les hommes. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez les mettre dans le Q et R. Et vous pouvez profiter de la pause aussi pour échanger entre vous, cette fois à travers le chat sur la droite du Zoom. Le Q et R, c'est pour les questions aux intervenants, puisqu'à partir du moment où vous êtes enregistré, vous avez déjà utilisé le chat ou laissé vos coordonnées, vous pouvez avoir accès aux autres participants. Donc, à tout à l'heure à 15h07, 14h07.
Bien, nous allons continuer notre séminaire. Là, je vais introduire le panel sur les populations clés laissées pour compte et comment atteindre les hommes. Et vous pouvez d'ores et déjà envoyer des questions sur la boîte questions-réponses pour nos intervenants. Vous pouvez les envoyer dès qu'ils font leur présentation et nous répondrons comme on a fait tout à l'heure. Forcément, on essaiera de répondre en prenant un certain nombre de questions, mais on ne pourra sans doute pas traiter malheureusement toutes les réponses faute de temps. Donc, je vais vous présenter le premier panéliste qui est Christian Laurent, qui est épidémiologiste, directeur de recherche à l'IRD. Il est co-responsable de l'équipe recherche opérationnelle sur le VIH et les maladies infectieuses de l'unité Transvimi, qui est une unité IRD INSERM et Université de Montpellier. Il mène des travaux de recherche sur le VIH-Sida en Afrique depuis plus de 20 ans, au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal et au Togo. Et il coordonne actuellement un programme de recherche opérationnelle sur la prévention et la prise en charge de l'infection VIH chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes en Afrique de l'Ouest, le fameux projet COMSM qui a été évoqué par Adam. C'est à Christian de parler. Bien. Merci Bruno. Je ne sais pas si on peut afficher le diaporama. Voilà, merci. Alors, je voulais tout d'abord, bien sûr, remercier les organisateurs de m'avoir invité à cette session pour partager notre expérience qui est basée essentiellement, effectivement, sur le programme de recherche opérationnelle COMSM qui a été évoqué dans la présentation précédente par Adam. Diapositive, s'il vous plaît. Alors, le programme de recherche opérationnelle COMSM, finalement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un programme de recherche qui s'intéresse à la prévention et à la prise en charge des HSH en Afrique de l'Ouest. Et ce programme se réalise sur 4 pays, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Togo. C'est un programme que nous avons commencé il y a déjà plus de 5 ans maintenant, avec une première étude COMSM, qui a commencé en 2015, et qui avait pour objectif d'évaluer la faisabilité et l'intérêt d'une prise en charge globale trimestrielle. Pour les participants séronégatifs, il y avait une offre de prévention combinée, qui incluait donc des examens cliniques, le dépistage du VIH, le diagnostic et le traitement des IST, ainsi que la mise à disposition de préservatifs et de lubrifiants. Et en plus, il y avait des conseils de prévention et un accompagnement qui était dispensé par les pairs éducateurs. Et je vais y revenir par la suite, puisque c'est effectivement un élément fondamental quand on s'intéresse à la question de comment atteindre les hommes. Pour les participants séropositifs, il y avait également un suivi, bien sûr, avec une prise en charge médicale et une proposition de traitement antirétroviral dès la découverte de la séropositivité. Et ça avait été mis en place avant qu'il y ait les recommandations de l'OMS qui ont été mises en place quelques mois plus tard. Et puis, dans un deuxième temps, en 2017, on a rajouté à cette offre de prévention la PrEP. Et l'objectif, ça a été d'évaluer l'acceptabilité et la faisabilité de la PrEP dans cette population et surtout dans le contexte ouest-africain. Et j'ai oublié de mentionner que tout ce programme a été fait dans des cliniques associatives, donc avec Arcade Santé Plus à Bamako, l'association African Solidarité à Ouagadougou,
Espace Confiance à Abidjan et Espoir Vie Togo à Lomé. Et donc l'offre de prévention combinée a été donc complétée par la PrEP, comme je disais, dans cette deuxième partie du programme, et avec une proposition de PrEP quotidienne ou de PrEP à la demande, au choix du participant. Il pouvait choisir de changer de traitement en cours de suivi, voire d'arrêter à certains moments en fonction de ses besoins. Diapositive, s'il vous plaît. Et alors finalement, pour répondre à cette question donc, qui est posée aujourd'hui pour cette session, hein, comment atteindre les hommes, et en particulier ici les HSH, les leçons, ou certaines leçons en tout cas de COMSM que je voulais partager avec vous, c'est que nous nous sommes beaucoup appuyés en fait sur l'intégration de pairs éducateurs dans les équipes soignantes. Et pour nous, c'est vraiment un élément qui nous semble fondamental et auquel je pense que toutes les personnes qui veulent mettre en place des programmes d'accès à la prévention et à la PrEP en particulier doivent vraiment bien réfléchir parce que les pairs éducateurs, finalement, ont eu des rôles très multiples dans ce programme. Hein. D'abord, ce sont les pairs éducateurs qui ont permis d'informer la communauté sur les mesures préventives que l'on proposait dans le programme, et notamment donc, sur la PrEP quand elle a été disponible. Mais à l'inverse, ce sont aussi les pairs éducateurs qui ont fait remonter les informations depuis la communauté jusqu'aux équipes soignantes. Et ça, c'est bien sûr particulièrement important, hein, pour qu'on puisse offrir une offre de prévention qui soit adaptée à la population. Les pairs éducateurs ont joué un rôle majeur dans le recrutement des personnes, mais également dans la rétention ensuite dans le programme de prévention. Parce qu'il ne suffit pas de mettre des personnes dans un programme de prévention et sous PrEP si jamais les personnes arrêtent rapidement. Hein. Donc, il y a un véritable enjeu, hein, sur la rétention dans les programmes de prévention. On en a déjà parlé un petit peu, les pairs éducateurs ont joué un rôle majeur dans l'accompagnement personnalisé des HSH, alors que ce soit en termes de conseils de prévention, d'observance à la PrEP, mais également de façon beaucoup plus large, hein, de soutien psychosocial, puisque les participants, hein, HSH, pouvaient partager un peu leurs préoccupations avec les pairs éducateurs, et ça ne concernait pas simplement que le suivi dans COMSM et les méthodes de prévention qui étaient mises en œuvre. Les pairs éducateurs ont permis également d'animer des groupes de parole, hein, destinés aux participants. Hein. Et enfin, les pairs éducateurs, hein, représentent vraiment un trait d'union, hein, entre la communauté des HSH et les professionnels de santé. Et ça, c'est vraiment extrêmement important que tous les professionnels qui sont impliqués dans la prise en charge des populations clés, en l'occurrence les HSH, aient vraiment ce lien, hein, avec la communauté, donc en l'occurrence par les pairs éducateurs. Et ce qui nous amène à dire, compte tenu de tous ces points, hein, ça nous amène vraiment à dire qu'il faut vraiment prévoir un statut et un financement pour les pairs éducateurs, donc qui sont intégrés dans les équipes soignantes. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein, il y a bien longtemps que l'on en parle, sauf que je pense que c'est vraiment le moment, avec le lancement des programmes PrEP, de remettre ça sur le tapis parce que ça prend une ampleur encore plus importante, j'allais dire, avec la PrEP. Et il faut, moi, je fais un petit peu le parallèle entre… Excuse-moi, Christian, mais il te reste qu'une minute. Hein. Oui, on a déjà dépassé. Je fais vraiment le parallèle entre le besoin des pairs éducateurs dans les programmes de PrEP et les conseillers psychosociaux ou les agents de relais communautaires, hein, qui ont été mis en place dans le cadre de l'accompagnement du traitement antirétroviral. Et donc, le dernier point pour terminer, hein, c'est que le programme COMSM nous a permis de montrer que le fait de proposer la PrEP
et d'impliquer les pairs éducateurs et les réseaux de HSH permettait d'inclure dans le programme de prévention des HSH qu'on n'avait pas touchés initialement sans la PrEP, et en particulier des HSH qui sont plus à risque. Et donc ça, c'était bien sûr particulièrement important. Diapositive, s'il vous plaît. Et donc, voilà, la dernière diapositive, c'était pour remercier l'ensemble des partenaires du programme COMSM, ainsi que les bailleurs, la NRS et l'initiative, donc gérée par Expertise France. Je vous remercie. Merci Christian. Donc on va continuer des présentations, elles sont courtes, hein, 5 minutes. Et après ces présentations, on commencera la discussion. Donc c'est le professeur Marcel Zanou, que je n'ai pas représenté, qui va maintenant évoquer la situation de la PrEP et l'accès au traitement au Bénin. Donc c'est à votre tour, Marcel. Merci Bruno, merci. Je remercie les organisateurs de nous avoir associés à cette session. Nous sommes, comme on vient de le voir, nous sommes dans un contexte africain d'épidémie essentiellement concentrée au sein des populations clés. Alors, il faudrait alors adapter la prévention combinée qui inclut des approches comportementales, structurelles et biomédicales, dont la PrEP. Il faudrait également assurer le traitement adéquat aux antirétroviraux par les personnes déjà infectées. La PrEP étant basée sur le principe qui consiste à proposer à des personnes non infectées par le VIH d'utiliser des traitements antirétroviraux pour se protéger du risque de contracter le VIH. Et cette stratégie utilise le Truvada. La PrEP s'adresse évidemment à des hommes et des femmes âgés de plus de 15 ans exposés par leur pratique sexuelle à un risque élevé de contracter le VIH. C'est un outil complémentaire de la stratégie de prévention diversifiée de l'infection par le VIH. Il ne s'agit pas simplement de donner des médicaments à ceux qui en ont besoin, à la cible, mais la PrEP repose également sur le matériel de prévention qu'il faudrait proposer, donc le condom, les gels lubrifiants. Il y a également le dépistage du VIH, puisque tout part de là. Le dépistage et des autres IST et leur traitement. Les conseils sur les pratiques sexuelles ont également une place importante avant l'administration des médicaments. La PrEP peut être également considérée comme un moyen d'accès au traitement. En effet, le dépistage du VIH avant la prescription de la PrEP et dans le contexte de test and treat, les personnes dépistées séropositives pour le VIH sont alors systématiquement mises sous traitement antirétroviral. Et le traitement des personnes séropositives, y compris la séroconversion sous PrEP, permet de réduire le risque de transmission à un partenaire séronégatif. Donc la PrEP contribue de ce fait à l'atteinte des premiers 90 et ensuite des deuxièmes 90 de l'objectif 3x90 de l'ONU-SIDA, dont la finalité est de mettre les sujets dépistés positifs sous traitement avec promotion de l'adhésion thérapeutique, conduisant à une charge virale supprimée. Dans ce contexte-là, la PrEP peut être également un outil administré, utilisé chez les couples sérodifférents, et ceci implique la thérapie efficace aux antirétroviraux chez les personnes séropositives au VIH, chez le partenaire séropositif, jusqu'à au moins une charge virale indétectable. Alors, au Bénin, nous avons expérimenté un programme de TASP et de PrEP chez les travailleuses de sexe de Cotonou avec un suivi de 12 mois. Et nous avons évalué également l'impact d'un tel programme sur l'épidémie du VIH,
s'il était porté à échelle. Et ainsi, partant de 442 travailleuses de sexe recrutés, le test de dépistage a été systématique et nous avons abouti à la constitution de deux groupes. 105 travailleuses de sexe VIH positifs, suivis pour la TASP, et ensuite 256 travailleurs de sexe VIH négatif suivis pour la PrEP. Qu'est-ce que cette expérience nous a révélé? Cette expérience nous a révélé qu'il y a un faible niveau de suivi en raison d'une grande mobilité des pièces et qu'il n'y a pas de phénomène de migration de condoms dans cette expérience d'introduction de TASP et de PrEP. Mais il a été observé une baisse significative dans le temps du niveau d'adhérence biologique à la PrEP. Nous avons également noté que la réponse au traitement dans le TASP était relativement satisfaisante, mais cette satisfaction, ce niveau de satisfaction reste en dessous de l'objectif de l'ONU-SIDA qui est de 90% de charge virale supprimée. Nous avons observé également qu'il y a un faible impact de la PrEP sur le nombre d'infections évitées chez les TS du... Professeur Zanou, il vous reste 1 minute. Hein. Oui, et je vais conclure. Et nous avons vu donc que c'est probablement dû à une faible adhérence dans cette population. Alors, qu'est-ce que nous avons retenu? Que pour la population clé, le TASP est bien, c'est systématique, mais le renforcement de la promotion du condom doit être de mise. Nous avons retenu également que la PrEP ne peut pas être systématique encore chez les travailleuses de sexe, mais pour les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, alors ça reste la préoccupation actuelle et nous avons voulu voir quelle est l'acceptabilité, l'impact de la PrEP chez les HSH et comment atteindre ces hommes. Ceci reste une préoccupation et une étude a donc démarré. Cette étude est en cours pour répondre à cette préoccupation et notre collègue Luc Bianzin nous révélera une partie de l'approche que nous avons adoptée pour atteindre cette population-là. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Zanou. Donc, on va passer au docteur Luc Béanzin qui va présenter sur la question d'arrimer la clinique à l'organisation communautaire pour mieux atteindre les HSH avec l'expérience du dispensaire IST à Cotonou au Bénin. Donc, vous êtes, docteur Luc Béanzin, maître assistant d'épidémiologie à l'université de Parakou. Et vous avez commencé votre carrière comme chercheur en collaboration avec le centre de recherche du CHU de Québec à l'Université Laval au Canada. Et vous avez continué comme chercheur sous les populations clés au dispensaire des IST de Cotonou au Bénin. Vous êtes directeur exécutif adjoint de l'ONG Organisation pour la promotion de la santé et du développement communautaire au Bénin. C'est à vous. 5 minutes. Merci beaucoup. Et je remercie le professeur Zanou, je remercie tout le monde, les panélistes. Je vais vous présenter que je suis arrimé la clinique à l'organisation communautaire pour mieux atteindre les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, une expérience de dispensaire qui est de Cotonou. Et que, comme a dit le professeur Zanou, il y a une étude en cours pour vraiment évaluer la faisabilité de la fiabilité et la sécurité de nos PrEP au sein de la communauté. Mais quelle est vraiment l'approche communautaire que nous mettons vraiment de l'avant? Pour contexte, je dirais qu'en 2018, les populations clés de l'infection à VIH et leurs partenaires sexuels représentaient 54% des 1,7 million de personnes nouvellement infectées par le VIH au plan mondial. Ces populations clés sont largement représentées par dans ce risque. Et leur
risque de contracter donc, le VIH est 22 fois plus élevé comparativement au risque de la population générale. La population donc, des hommes ayant des rapports avec d'autres hommes est très mal connue car socialement marginalisée. Ils se ressentis comme des outsiders, comme en distorsion avec les soi-disant normes sexuelles de la cis-identité. Et classiquement considérés comme alors des populations cachées. Pour donc des recherches en leur sein, on fait souvent le recours à l'échantillonnage Responding Driving Sampling RDS pour les études au sein de cette population. Il s'agit donc d'une forme d'échantillonnage en boule de neige, asymptomatiquement non biaisée sous certaines conditions. Et d'assez difficile, ces hommes vivent en marge de la société dite formelle, mais très bien développés en réseau. Par rapport au Bénin, il existe deux grands réseaux bien structurés. Il y a le Bénin Synergie Plus, BSIP, et Réseau SIDA Bénin, RSP. Quelle est la stratégie? Vu donc que, étant donné que c'est des outsiders, ils se sentent en sécurité au sein de leur communauté et non la société dite formelle. Ainsi, ils ont besoin donc de leur sécurité dans les endroits où les communautés, où ils doivent fréquenter. Et on pense très bien que les pères éducateurs, qui sont donc les leurs, jouent un rôle comme agents de sécurité ou agents de renseignement qui viennent d'abord explorer l'environnement pour le sécuriser et faire les réglages nécessaires à ce niveau avant de les y conduire, d'où donc notre stratégie est donc le développement donc des animateurs experts au niveau donc des pères éducateurs et animateurs de distribution communautaire des produits de prévention combinés du VIH, le développement des animateurs experts leaders qui supervisent ces experts et ces animateurs experts bien formés dans la mobilisation de leurs pairs pour les orienter vers la clinique dédiée qui est dans le dispensaire IST de Cotonou, le développement d'une cellule d'organisateurs communautaires qui servent de lien, comme disait notre ami, de trait d'union entre la communauté identitaire et la clinique des IST dédiée qui est le dispensaire IST de Cotonou. Au niveau de la clinique, il y a le dépistage systématique du VIH et la distribution du matériel de prévention du VIH et la prise en charge gratuite des IST curables au niveau de ce dispensaire. Il y a la vaccination contre l'hépatite B pour donc les cibles qui sont susceptibles. Il y a l'enrôlement systématique dans la file active du traitement donc, aux ARV des séropositifs de cette cible. Et il y a une implantation d'accès à la PrEP avec distribution communautaire et intervention clinique réduite au minimum. Comme on dit, donc, on est pour cette phase à une phase de démonstration de la stabilité. Et pour conclure, dire simplement que les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes socialement marginalisés par rapport aux soi-disant attentes hétéronormatives de la dite société ne sont pas à risque du fait de leur choix de sexualité, mais plutôt leur comportement à risque VIH avec sa prévalence élevée au niveau donc de leur bassin qui augmente leur contact sexuel à risque. Et je pense que le développement d'une approche réseau en leur sein, arrivé avec la clinique adaptée donc à leur accès aux soins, est certainement une approche prometteuse pour mieux rejoindre cette population qui est cachée. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Béhanzin. Donc, on va pouvoir passer aux échanges. Donc, il y a déjà des personnes, et on les remercie, qui ont envoyé des questions sur les boîtes questions-réponses. Donc, je vais prendre quelques questions. Alors, il y a peut-être
il y a une question où on nous dit que l'Afrique de l'Ouest est pour le moment épargnée de la flambée de la Covid-19, alors que dans d'autres continents, c'est beaucoup plus grave. Et en cas de nouvelles mesures, quelles seraient les stratégies qui pourraient être développées justement pour atteindre les populations clés, notamment si par exemple la nuit il y a des couvre-feux et qu'on ne peut pas faire de dépistage, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme stratégie pour atteindre ces populations? Est-ce que quelqu'un du panel pourrait répondre? Oui, enfin, je veux bien essayer. C'est effectivement une bonne question et qui en même temps est une question, à mon avis, difficile parce que tout dépendrait des mesures qui sont mises en place, donc en termes de limitation de la circulation des personnes. Si la circulation est limitée le soir avec des couvre-feux comme on a connu dans certains pays d'Afrique là au printemps, la question c'est est-ce que finalement on pourrait faire du dépistage en début de soirée, donc avant le couvre-feu. Je crois que le couvre-feu commençait selon les pays autour de 20h, 21h. Hein. À ce moment-là, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose avant? C'est pas simple du tout parce que souvent on arrive plutôt à atteindre ces populations plus tard dans la soirée, quoi. Hein. Mais en tout cas, c'est une mesure qui peut être envisagée. Après, il y a bien sûr l'information toujours par les réseaux et vous savez certainement que les populations clés, en l'occurrence les HSH par exemple, communiquent beaucoup pour certains par les réseaux SMS, WhatsApp, etc., les réseaux sociaux. Donc ça pourrait être un moyen pour faire diffuser une information et éventuellement les faire venir pour du dépistage dans les cliniques à certains moments où il est possible de circuler. Et l'autre élément, c'est dans COMSM, par exemple, nous avons développé un site Internet pour informer les HSH essentiellement africains et francophones sur la Covid et sur les questions qu'ils pouvaient se poser par rapport au rapport sexuel notamment. Et via un site comme celui-ci, on pourrait aussi diffuser de l'information sur d'autres activités comme le dépistage du VIH. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une solution simple dans le contexte de la Covid avec un confinement ou au moins un couvre-feu. Oui, merci Christian pour cette réponse. Et il y aura une session sur Covid et VIH demain, donc peut-être qu'on aura des réponses là-dessus. Alors il y a beaucoup de questions et il y a d'autres questions autour de... Alors peut-être que Luc pourrait peut-être répondre sur le fait que la PrEP a peut-être comme risque d'anéantir tous les efforts en termes de promotion du préservatif et d'apparition des IST. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette critique qui est assez récurrente? Merci beaucoup. Et comme l'a présenté déjà le professeur Zamou, nous avons effectué une étude à Cotonou et une étude de 2014 à 2016. Et nous avons mesuré cet effet de migration de condoms. Et on a vu qu'il n'y a pas eu de migration de condoms. Bien entendu qu'il y avait des interventions auprès des TS depuis des années. Depuis 1999, on intervenait auprès des TS et on mettait vraiment de l'avant l'utilisation de condoms. Ce que nous avons retenu, et nous retenons toujours à retenir à Cotonou, c'est que l'intégration, l'intégration de la PrEP ne fait pas relâcher l'effort sur les autres mesures de prévention. Donc, nous mettons toujours de l'avant l'utilisation de préservatifs. Et si donc, on prend actuellement l'étude en cours, la PrEP au sein des hommes et à la réponse avec des hommes, ou à Cotonou,
Nous travaillons fortement alors avec la communauté même et qui distribue systématiquement à leur père ses condoms et ses lubrifiants. Et de la même manière, avec les mêmes quantités que ce l'était en l'absence de la PrEP. Et il y a toujours donc, les séances de sensibilisation autour de l'utilisation. On leur explique combien de fois la PrEP ne permet pas, n'est pas synonyme d'abandon des autres mesures de prévention par rapport à ce que vous le dites, c'est-à-dire les autres IST, et aussi la PrEP est là pour récupérer les échecs liés donc à d'autres mesures. Et je pense que la population comprend cela donc de plus en plus. Donc, on n'a pas d'inquiétude si on mène vraiment une intervention ardue et on maintient donc le cap sur les mesures traditionnelles. Mais est-ce que sur le terrain, parce qu'il y a la question qui est posée aussi sur les recrudescences d'IST, il y a toujours ce débat de ce lien entre PrEP et IST. Est-ce que vous avez observé une recrudescence d'IST dans les programmes PrEP? Dans le programme PrEP passé, on n'a pas observé de cette recrudescence. La différence n'était pas significative. Maintenant, bon, dans le nouveau programme en cours, on va voir bien sûr, parce que déjà donc, au début, on a constaté une forte prévalence des IST curables en leur sein. Donc, nous pouvons passer jusqu'à 29%, donc de gono, de chlamydia qui perd 19%. Mais comme donc, on est en phase de recrutement, on attend bien voir dans le suivi si on peut arriver à parvenir à une baisse de cette tendance. Nous croyons très bien à une baisse de la tendance parce que nous travaillons avec la communauté et on a donc les animateurs experts, les animateurs leaders, mais aussi nous avons monté ce qu'on appelle le comité de coordination d'implication communautaire qui s'est réuni régulièrement pour discuter de tous les sujets liés à l'étude, dont cette immigration de condom qui tient donc vraiment à cœur. On se dit non, il ne faut pas donc abandonner le condom, il faut continuer d'utiliser le condom. Et l'autre, comme a dit notre professeur Zanou, ce n'est rien d'autre qu'une mesure diversifiée, une mesure qui vient complémenter ce qui se faisait avant. On espère très bien qu'il n'y aura pas une augmentation des IST curables. Mais bon, comme c'est une étude, on s'attend à beaucoup de choses. On va faire ce qu'on peut faire et on va travailler en forte collaboration avec la communauté. Je ne sais pas si je peux compléter. Bien sûr, Christian. Oui, pour compléter, puisque Luc a présenté là, les résultats dans le projet chez les TS qu'il mène au Bénin. Et donc, si on veut faire le parallèle avec ce qu'on a observé chez les HSH dans le programme COMSM, finalement, on arrive à des résultats qui sont très similaires, puisque nous également, nous n'avons pas observé de baisse de l'utilisation du préservatif avec la PrEP. Hein, l'utilisation du préservatif est restée stable. Et de la même façon, il n'y a pas eu de recrudescence des IST. Hein, et là aussi, la prévalence des IST est restée stable. Donc, c'est effectivement une très bonne question parce que c'est une question qui se pose fréquemment, hein, et qui revient souvent sur le tapis. Et moi, je remercie la personne qui a posé cette question parce que ça nous permet effectivement d'apporter des résultats sur la base de 2 projets là, qui ont lieu en Afrique de l'Ouest. Et finalement, on voit que aussi bien au Bénin chez les TS que nous, dans le programme COMSM chez les HSH, finalement, on n'a pas observé cette baisse de l'utilisation du préservatif, ni donc une flambée des IST. Donc des résultats qui sont encourageants, qui doivent être... il faut continuer, bien sûr, de suivre ces éléments, hein, ce sont des éléments marquants, mais pour l'instant, ce sont effectivement des résultats qui sont très encourageants. Ok, j'ai une question pour le professeur Zanou qui est posée sur comment avoir la confiance des populations clés. Comment donner envie en fait aux populations clés de venir vers les dispositifs de dépistage, de PrEP, de TASP, de tout ce qui a été évoqué pendant cette session.
comment leur donner confiance? Merci. Comment leur donner confiance? Vous avez compris que tout ce qu'on a fait est basé sur des interventions communautaires, l'implication même de la communauté que constituent ces populations clés. Et donc, puisqu'ils sont constitués en des groupes, les pères éducateurs nous aident beaucoup dans cette sensibilisation. Et à partir du moment où ceux-là comprennent l'intérêt pour l'intervention, alors ils accompagnent le processus. Il n'y a pas d'autre moyen de leur donner confiance, mais il faut bien vivre, partager le bénéfice avec eux. Nous les avons impliqués déjà au début de l'étude, pour qu'ils comprennent toute la méthodologie. Ensuite, lorsque les résultats sont arrivés, il y a eu également un partage des résultats avec eux. Donc, tout cela participe, je crois, à la confiance qu'ils peuvent avoir pour poursuivre cette intervention-là. Voilà ce que je peux dire comme contribution. Il y a aussi une question pour Christian, pour savoir si dans CoMSM, vous avez intégré des stratégies de dépistage comme les Enhanced Peer Outreach Approach, donc une approche un peu renforcée pour trouver des MSM de réseaux plus cachés. En fait, on s'est appuyé sur les réseaux des pairs éducateurs, hein, et c'est pour ça que je mettais tout à l'heure l'accent sur le rôle des pairs éducateurs dans le programme, dans les 4 associations. Hein. En fait, ce sont des associations qui, naturellement, déjà, ont des pairs éducateurs qui sont impliqués dans leur programme. Et pour le dépistage, hein, ils ont fait passer l'information par leur réseau, hein, et ils ont mené des activités finalement à l'extérieur, hein, des activités de dépistage à l'extérieur, dans des établissements où se rassemblent régulièrement des HSH. Ok, merci. Enfin, j'ai aussi des questions pour savoir si dans le contexte africain, c'est imaginable d'avoir les nouvelles PrEP qui commencent à arriver dans les pays industrialisés, comme le cabotegravir injectable, les implants ou des choses comme ça. Est-ce que vous verriez un avantage? Est-ce que c'est des choses qui sont discutées avec les participants? Est-ce que c'est des choses qui sont dans vos discussions actuelles? Alors, moi, je crois effectivement qu'il faut s'intéresser rapidement à toutes ces futures options. Parce que pour améliorer la prévention, je crois qu'on a intérêt à avoir une offre la plus large possible, la plus diversifiée possible, pour que les personnes puissent choisir en fonction de leurs besoins. Donc, on a vu déjà, comme je disais tout à l'heure, que l'arrivée de la PrEP orale, hein, a déjà permis de toucher d'autres personnes qui n'avaient pas été touchées auparavant par un programme sans PrEP. Hein. Et de la même façon, je crois qu'il faut réfléchir à l'utilisation donc des nouvelles méthodes, hein, donc que ce soit les injectables, que ce soit les implants. Aujourd'hui, on n'en est pas encore tout à fait là. Il y a encore plein de questions qui se posent, mais je pense que précisément, il faut s'y pencher pour qu'on puisse apporter des informations de façon à permettre aux populations clés en Afrique d'avoir les mêmes outils de prévention que celles qu'on va utiliser. Ça viendra hein, très rapidement, à mon avis, au moins pour la PrEP injectable, dans les pays du Nord. Donc, je pense que pour l'Afrique, il ne faut pas qu'on attende trop longtemps et qu'on a intérêt vraiment à réfléchir très sérieusement, à évaluer ces stratégies dans notre contexte spécifique de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Allô Bruno,
Oui, je peux, Bruno? Oui, oui, bien sûr. Je pense qu'en Afrique, nous devons quand même y aller un peu plus posément, un peu plus sûrement, parce qu'il y a tellement de questions auxquelles nous n'avons pas encore de réponse. La PrEP s'adressant à des personnes bien portantes, des personnes qui ne sont pas infectées. La question à laquelle nous n'avons pas encore totalement répondu, c'est pourquoi prendre de médicaments si je ne suis pas infecté? Alors, ils sont nombreux encore à se poser cette question. Et au sein de ces populations clés, surtout les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, il faut qu'on ait la réponse. Dans ce que nous avons fait avec les femmes, nous avons vu le niveau d'adhérence. C'est lié non seulement à leurs occupations, à leur instabilité, mais également en partie au fait qu'elles ne croient pas forcément que, étant bien portantes, les médicaments puissent, ils soient obligés de prendre un traitement médical. Voilà, c'est une préoccupation. Je crois qu'on devrait l'intégrer et réfléchir pour aller tout doucement. Merci. Je ne sais pas si je peux continuer. Oui, bien sûr. Et parce qu'effectivement, je crois qu'il faut vraiment s'adapter, comme le disait le professeur Zanou, aux populations donc, qui seraient ciblées par les programmes. Ce qu'on voit finalement, nous, dans COMSF, c'est qu'on a plutôt une meilleure rétention que ce qui a été observé chez les TS, donc que ce soit au Bénin ou en Afrique du Sud, par exemple. Il y a visiblement une approche qui est différente entre les HSH et les femmes en général ou les TS par rapport à ce suivi. Néanmoins, je rejoins complètement le professeur Zanouk, il faut vraiment proposer des activités qui soient vraiment adaptées aux populations concernées dans les pays concernés. Et il ne s'agit pas pour moi de coller systématiquement ce qui peut être fait dans les pays du Nord, par exemple. Mais je pense, c'est pour ça qu'il y a certainement des études à mener avant que ce soit dans des programmes de santé publique, parce que je ne pense pas que les nouveaux outils les nouvelles stratégies de PrEP, injectables, implants, etc., ça arrive quand même très rapidement, malheureusement, dans les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, notamment. Donc, je pense que dans un premier temps, ça doit passer par des études, mais précisément pour étudier toutes ces questions, la question de l'acceptabilité, la question de la faisabilité, avec tout ce qui tourne autour. Et si je peux me permettre, par rapport à l'intervention avant votre panel d'Adam, pour lequel il n'y a pas eu de questions, mais moi je peux faire un commentaire par rapport à son intervention qui était tout à fait remarquable, c'est qu'il faut aussi travailler avec les populations. Et donc travailler avec les populations, ça veut dire sur ces questions de nouvelles formes de PrEP, discuter avec les populations qu'on veut cibler pour savoir si ça leur conviendrait. Est-ce que finalement elles préféraient des injections, même quitte à venir moins souvent, des implants, en connaissance des risques et des avantages, et comment c'est déjà un peu perçu par les populations. Et il faudrait qu'on ait ces éléments-là avant de savoir s'il faut le faire ou pas. Bien, nous arrivons malheureusement à la fin de cette discussion qui était beaucoup trop courte. Le temps passe très vite en votre compagnie. Et donc, on va passer à la partie finale de ce séminaire. Moi, je veux juste faire quelques commentaires sur l'ensemble du séminaire, puis je donnerai la parole au professeur Zanou s'il a des commentaires scientifiques à faire. Premier commentaire, c'est que je trouve que les débats que nous avons eus dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, certes, ils sont adaptés à l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et moi qui travaille en France pour beaucoup de projets, c'est souvent les mêmes débats et les mêmes discussions et les mêmes interrogations que nous avons. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de convergence par rapport à il y a une dizaine, quinzaine d'années
entre les questions scientifiques qu'il y a au nord et les questions scientifiques au sud. Le deuxième commentaire, c'est que tout le monde a rappelé l'importance d'avoir une approche communautaire dans la recherche, de faire avec les communautés qui doivent être intégrées à la fois dans les processus de santé publique, mais également de recherche. Et le troisième commentaire, c'est que ça a été rappelé au début par la première table ronde, c'est qu'il faudra s'interroger aussi sur la démédicalisation, qui pourrait être aussi un atout pour multiplier les actions de santé publique. Peut-être que ça pourrait être réfléchi aussi d'une certaine façon dans la PrEP. Démédicalisation ne veut pas dire qu'il faut qu'il n'y ait plus de médecins, mais qu'on puisse donner plus de rôle à des acteurs non médecins pour que on amplifie les actions de santé publique. Professeur Zanou, est-ce que vous avez des commentaires? Merci Bruno. Ce que je retiens de cette session est que nous avons besoin d'une meilleure connaissance des populations clés et pour parvenir à cette connaissance, nous devons utiliser la recherche, une recherche participative qui met au centre des interventions la communauté concernée. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de questions qui n'ont pas encore de réponse et nous devons, en utilisant cette procédure, y parvenir dans la mesure où les populations africaines sont forcément différentes des populations occidentales et chacun a son comportement. Et donc, nous allons inviter de ce fait les uns les autres à multiplier les études pour que nous ayons ce résultat-là. Merci Bruno. Voilà ce que je pourrais dire pour conclure. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. Je voudrais vraiment, au nom de l'IAS, vous remercier très, très, très vivement d'avoir participé et d'avoir présenté dans une session très chargée par Zoom. Donc, c'est toujours beaucoup plus compliqué, plus difficile que si nous étions en présentiel. Je voudrais remercier aussi les nombreux participants qui étaient présents, qui ont écouté, qui ont envoyé des questions pendant les discussions. J'espère que vous avez apprécié cette session, qu'elle vous a été utile, intéressante. Et nous encourageons également à partager les enregistrements de ces sessions avec vos collègues qui n'ont pas pu participer avec nous en direct aujourd'hui. Nous aimerions aussi remercier nos donateurs, donc la société Merck Sharp & Dohme, MSD, le Swiss Agency for Development and Cooperation, SDC, pour leur soutien pour ce séminaire scientifique. Et donc, le séminaire continue demain. Donc, on vous invite à nous rejoindre demain, le jeudi 12 novembre. Ça commencera à 12 h à l'heure de Dakar et donc à 13 h à l'heure de Genève ou de Paris. Ça portera sur le thème de la Covid-19 et du VIH en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et puis, je vous précise également qu'en quittant cette session, vous allez recevoir une demande de remplir une évaluation. Et ce serait vraiment super si vous pouviez la remplir pour aider l'équipe de l'IAS, de Educational Fund, à améliorer les événements virtuels parce que c'est aussi quelque chose de nouveau pour nous. Et puis, je vous précise également que l'enregistrement de cette session sera disponible bientôt sur le site web de l'IAS Educational Fund et vous voyez le lien sur vos écrans. Merci beaucoup et à demain.